Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Émission inédite cette semaine. Dans un instant, nous ouvrirons notre premier dossier de l'été sur le monde d'après avec Philippe Bloch. Il a notamment créé la chaîne de café Columbus Café. Il est devenu ensuite conférencier, journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Il viendra nous apporter son éclairage et son analyse pertinente sur le monde d'après. Dans Éco-Région, cette semaine, le boom des camping-cars. Il s'en est vendu beaucoup peu avant les vacances. Comment expliquer cette soudaine passion? Vous le verrez, le confinement et les distances sanitaires n'y sont pas pour rien. Un reportage en Moselle de Via Mirabel. Il y a les camping-cars, mais il y a aussi les petites caravanes. Une entreprise rennaise s'est lancée dans la fabrication de ces tiny camps qui ne manquent pas d'originalité. Un reportage de TV Rennes que nous retrouverons à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus, prenez le temps, prenez le recul de réfléchir sur ce monde d'après. C'est le thème de notre premier dossier de l'été avec Philippe Bloch. Philippe Bloch, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez créé notamment la chaîne de café, le Columbus Café. Aujourd'hui, vous êtes conférencier, éditorialiste, journaliste, observateur de cette économie, de cette société qui est en pleine mutation. Vous avez écrit un livre que j'affectionne particulièrement, Ne me dites plus jamais bon courage. On va en parler parce que je sais cette expression vous énerve particulièrement. Et puis le tout dernier, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Le ton est donné. Vous avez écrit ce livre quand? Durant le confinement? Une semaine après le confinement, en fait. J'étais comme tous les Français obligé de m'arrêter un petit peu, sans aucune visibilité sur ce qu'allaient être les prochaines semaines ou les prochains mois. Et autant j'adore Netflix et les séries télé, mais je me suis dit que c'était peut-être pas plus idiot de réfléchir un peu à ce qui était en train de nous arriver. Je me suis posé 1000 questions que je ne me pose pas habituellement, pour être sincère, sur mon mode de vie, sur ma consommation. J'étais déconfiné ailleurs que dans mon lieu de vie traditionnel, ce qui m'a fait, comme beaucoup de Français, réfléchir à plein de choses, sur où est-ce que j'ai envie de vivre demain, comment j'ai envie d'aller au bureau ou pas, pourquoi faire, avec qui. Et du coup, je me suis dit, peut-être que cette expérience pourrait être la plus transformante. Pour moi, c'est un peu finalement l'entrée dans le 21e siècle, cette épidémie et cette pandémie. Et là, tout me semble être à réinventer. J'ai eu envie de laisser une trace de ces interrogations pour que tout ça ne soit pas arrivé pour rien et qu'on repasse trop vite au monde d'avant. Quand vous parlez de réinvention, ça veut dire que vous êtes partisan d'un monde d'après, expression que j'apprécie pas beaucoup, je vais être très honnête, mais que j'utilise beaucoup. Mais oui, mais on l'utilise tous sans l'aimer, en fait, parce que d'abord, elle a été popularisée immédiatement, et comment peut-on imaginer qu'un monde d'après arrive aussi vite après que cet événement se soit produit? Mais enfin, beaucoup de gens pensent qu'il ne va rien se passer, que les gens vont revenir à business as usual très, très rapidement. Moi, je n'arrive pas à croire que 3 milliards d'individus qui vivent en même temps une expérience lunaire, enfin moyenâgeuse, qui souffrent, parce que beaucoup ont souffert et vont souffrir encore plus. On est tous les deux des entrepreneurs, des gens qui connaissons l'économie et on sait que ça va être terrible à la rentrée, il va se passer des choses incroyables. Je ne peux pas imaginer qu'il ne va rien se passer et que sur tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, il n'y ait pas des plaques tectoniques qui vont bouger profondément pour la société mondiale, française, européenne. Quand on dit aux gens, quand ils vont travailler, bon courage, sous-entendu. Coco, tu vas te faire chier quand même. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Sous-entendu, ça va être horrible pour toi. Prends pas de risque, bon courage. Mais un jour, vous savez, Michel, un jour dans un ascenseur de la Défense, j'ai pris l'ascenseur 2 fois dans la même tour et tout le monde se souhaitait bon courage. Je me suis dit, mais pourquoi ils disent tout ça? L'après-midi, je prenais un vol d'Air France, le steward souhaite bon courage au pilote. Je me suis dit, merde, on va se planter. Et puis, j'arrive en taxi, il me souhaite bon courage. Et je me suis aperçu que le langage provoquer de la contagion émotionnelle et que lorsqu'on emploie des phrases comme c'était mieux avant, ça ne marchera jamais, on a toujours fait comme ça, le pays s'auto-déprime et explique pourquoi c'est un des pays les moins enthousiastes du monde actuellement. Voilà, et ça explique aussi que on ne prend pas de risque, on se déresponsabilise derrière des petites phrases comme ça ne marchera jamais. Comme ça, effectivement, on se mouille pas, quoi. Cette pandémie est l'exemple même de la non-prise de risque. Enfin, exactement. Le principe de précaution inscrit quand même dans notre Constitution en 2005 fait un ravage permanent et va s'accélérer encore plus. C'est dramatique. J'ouvre une petite parenthèse, Philippe Bloch. Je vous connais depuis un moment, vous êtes en permanence optimiste. C'est pas donné à tout le monde. Je crois que si. Justement, je crois que l'optimisme, c'est une décision qu'on prend en se levant le matin. Je crois que l'optimisme, c'est d'abord… En revenant sur le courage, n'oublions pas que c'est un truc qui est fait pour affronter l'adversité. Et en fait, l'entrepreneur, par définition, il affronte l'adversité en permanence. Et je reconnais qu'avant d'affronter l'adversité qui a été sauvage avec Columbus Café, c'est un rêve qui a démarré en 93 dans l'euphorie, qui s'est abattu, on a reparti à la guerre pendant 10 ans, on a construit cette chaîne. Ça m'a construit effectivement une attitude d'optimisme, mais je perçois que tout le monde peut l'être.
L'optimisme, Michel, c'est en fait comprendre qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien, contre lesquelles il est inutile de lutter, et plein d'autres sur lesquelles on a la main, dès lors qu'on soit capable de rêver, de faire des projets, de s'enthousiasmer, de prendre des risques. Je reviens sur la prise de risque. Il y a un chapitre dans le bouquin sur le projet. Moi, il y a un truc, j'ai fait un chapitre autour de l'ennui, puisqu'en gros, il y a des gens qui sont ennuyés dans le confinement. Moi, c'est un truc qui m'est totalement étranger de s'ennuyer. C'est juste absolument impossible de s'ennuyer dans la vie. Et pour autant, ce qui me fascine, c'est les gens qui n'ont pas de projet. Et je vais vous dire un truc, quand on a des projets, on est optimiste. Et quand ils sont et en plus, s'ils sont un peu fous, on est encore plus optimiste. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc sincèrement, c'est que si vos rêves ne sont pas assez grands, c'est qu'ils ne font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et je pense que l'optimisme, ça naît de notre capacité à surmonter les obstacles. Et chaque fois qu'on va surmonter un, on sera un peu plus fort. C'est possible, c'est à la portée de tout le monde. Ce message pourrait s'adresser même aux patrons, je pense à des patrons de PME que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces derniers temps et qui, eux, ont du mal à trouver de l'optimisme parce qu'ils sont excessivement inquiets. J'entends dans votre message que peut-être cette période de transition est peut-être la période de se poser les bonnes questions. Vous parliez de rêve, on va parler de projet, c'est plus concret. On va parler aussi, parce que vous avez un chapitre aussi, découragement et réinvention. Ça va te faire ? C'est ce que vous évoquez. Il y a un risque de découragement des entrepreneurs français. Parce qu'évidemment, je comprends qu'ils soient inquiets. Parce qu'effectivement, leur trésorerie a pris un coup, leurs salariés sont inquiets, il y a le chômage partiel, beaucoup n'ont pas encore de visibilité sur la réouverture réelle de leurs activités. Mais j'ai envie de leur dire un truc qui est aussi issu de mon expérience personnelle. Au bout de 2 ans, avec Columbus Café, on était ruinés. En gros, je disais toujours que j'étais Chief Problem Solver. C'est non pas Chief Executive Officer, c'est Chief Problem Solver, le gars qui résout les problèmes de tout le monde, dont personne ne résout jamais les siens. Mais il m'est arrivé un truc qui est fabuleux et qui va arriver maintenant à tous les entrepreneurs. Et je reviens là sur le mot réinvention versus découragement. C'est qu'en fait, j'ai compris dans cette adversité que lorsqu'on n'a plus d'argent, il se passe un truc génial, c'est que l'imagination reprend le pouvoir. Et regardez à quel point on est devenu créatif, malin, intuitif, démerdeur pour trouver des solutions, pour réinventer des métiers. Se réinventer, sauf si on est trop con. Alors, oui. Pour reprendre le titre de votre livre. Oui, Michel, mais j'observe déjà que les gens sont en train de reprendre leurs habitudes comme avant. Et je me dis, mais à quoi va servir toutes les bonnes résolutions que nous avons ? Tu vois, en matière de management, en matière de management, comme on se connaît depuis longtemps, on a tendance à se tutoyer. En matière de management, il y a un enjeu qui est important. Ce sont, par exemple, les baristas de Columbus, qui est un job difficile, payé au SMIC. Ce sont les métiers qui ont permis en fait à la France de continuer à vivre pendant ces 2-3 mois. On les a portés au nu pendant 2-3 mois et on est déjà en train de les oublier. Je pense que le management, il a un rôle absolument important de réinvention de la relation qu'on peut avoir pour valoriser ces jobs, la façon de les remettre dans la boucle, de les inclure dans les projets. Pourquoi pas de les inclure dans le capital des sociétés demain ? Pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas demain ces salariés de première ligne qui ont été finalement les premiers de corvée pendant cette pandémie, pour essayer de trouver de nouveaux moyens à la fois d'améliorer leurs revenus, de les intégrer à notre projet, de les associer à nos rêves, à nos raisons d'être, etc. Je pense qu'effectivement, tout est à réinventer, tout est à repenser et les entrepreneurs ont un rôle majeur parce que de toute façon, eux n'ont pas d'autre choix que de se battre. Philippe Bloch, pour terminer, si vous aviez un autre message peut-être à transmettre, parce que là, vous nous avez transmis beaucoup d'optimisme et beaucoup d'idées positives, mais qu'est-ce que vous leur diriez tout simplement, justement pour pas qu'ils ne se découragent ? Je parlais d'un rêve. Je pense qu'en fait, quand on a un grand rêve, il n'y a pas d'obstacle. Moi, j'étais convaincu, quand on a créé Columbus Café, qu'on créait la première chaîne française d'espresso bar. On a pris des coups dans la gueule pendant 10 ans. On a souffert. Mais c'était la période la plus excitante de ma vie. Et en fait, je pense un truc, c'est que la France, et c'est pour moi une des grandes interrogations de cette épidémie, je pense qu'on nous a surprotégés. Et ma conviction, et là je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre aguerrit. Donc j'ai envie de vous dire, la ténacité, votre capacité à tenir bon sur vos rêves et la conviction que vous montrez sur la première marche du podium l'emportera sur tout le reste. Ça suffit largement. Quelques semaines avant les vacances d'été, les Français se sont tournés de plus en plus nombreux vers le camping-car. Entre risques sanitaires, distance physique et désir de liberté, ce monde de transport rencontre un grand succès depuis le déconfinement. Les professionnels enregistrent une explosion des ventes. Reportage à Wappy, en Moselle. Reportage de Via Mirabel. Bonjour messieurs, dames. Donc vous réceptionnez votre camping-car aujourd'hui ? Oui. Comme ce couple, ils sont nombreux à se ruer sur les camping-cars. Le déconfinement a clairement dopé les ventes. Chez ce concessionnaire, l'augmentation est de 25% par rapport à juin dernier. L'engouement est tel que malgré 2 mois au point mort, l'année 2020 s'annonce bonne pour le secteur.
Le camping-car est un produit, on va dire, Corona compatible. Les mentalités de nos clients ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé suite aux 2 mois d'inactivité. Et notre produit camping-car, en règle générale, permet de partir en toute sécurité. On peut aller n'importe où, on peut partir quand on veut, en toute sécurité, sans avoir de contraintes sanitaires. Synonyme d'évasion et de liberté, les camping-cars comptent 3,4 millions d'adeptes en France, impatients de reprendre la route. On était pressé justement que tout soit terminé pour dire on va ressortir le camping-car et tout de suite on ne tarde pas à s'évader. Parce qu'on a besoin, au contraire, ça fait du bien. Plébiscité par les seniors, ces véhicules de loisirs voient aujourd'hui débarquer une nouvelle clientèle. Ça fait quelques années que je rêve d'avoir un van et de parcourir un petit peu les routes. Et je me dis qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de se pencher sérieusement sur le sujet. Je peux en trouver une dans mes prix. Je pourrais très bien demander à l'aménager et pouvoir l'aménager peut-être plus à mon goût par rapport à un camping-car qui serait déjà tout fait. Plus abordable que les camping-cars, les vannes et fourgons représentent aujourd'hui 39% des ventes de véhicules neufs, une tendance qui devrait se poursuivre grâce au rajeunissement du marché. Il y a les camping-cars, mais il existe désormais les mini-caravanes, moins de 500 kilos, faciles pour circuler, mais surtout avec tout le confort à l'intérieur. C'est une entreprise rennaise qui s'est lancée sur ce marché. Un reportage de TV Rennes. L'histoire a commencé il y a moins de 2 ans, quand l'envie de nomadisme de Dominique l'a emmené à construire de A à Z son premier prototype. Moi, j'avais un gros fantasme d'emmener ma fille faire un tour de France, des plus beaux sites de France. Ça fait moins de 500 kilos, ça c'est la première chose. Comme ça fait moins de 500 kilos, on l'accroche directement derrière sa voiture. Et en termes de consommation, pour avoir fait les tests moi-même, grandeur nature, c'est à peu près 1 litre au 100 supplémentaire, donc c'est tout à fait raisonnable. Dominique est associé à Xavier, qui l'a accueilli dans son atelier à l'origine du projet. Aujourd'hui, ils peaufinent le concept et produisent ensemble de nouvelles caravanes. Assemblées à la main avec des matériaux français, il faut 15 jours pour faire naître cette petite maison. On part sur un châssis complètement nu, qu'on habille avec de l'aluminium et du liège. Et ensuite, on pose des panneaux bois qu'on assemble tous les uns les autres. Cette entreprise rennaise en est à ses débuts. Pour un coin nuit et une belle cuisine roulante, il faut débourser 13 600 € à l'achat. La location est également possible, comptez 450 € pour une semaine. Voilà, c'est la fin de ce Business Club de France des entrepreneurs spécial été. Nous revenons la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver en replay vidéo sur le site de votre chaîne locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio, mais aussi sur votre radio locale préférée. Profitez bien, à la semaine prochaine.